Salut à tous, c'est Sturi. Vous êtes sur la chaîne C'est ça le catch. Les samedis 4 et dimanche 5 avril se tiendra WrestleMania 36, prévu initialement pour se dérouler dans la ville de Tampa Bay en Floride. Malheureusement, et en raison de l'épidémie de Covid-19 qui s'est répandue à travers le monde, impactant de ce fait l'état de Floride aux États-Unis, la WWE a décidé de maintenir WrestleMania mais à huis clos. Au moment où je vous parle, WrestleMania 36 a déjà été enregistré au Performance Center, le centre d'entraînement de WWE, où déjà depuis un peu plus de 2 semaines, WWE tient l'intégralité des enregistrements de ces épisodes hebdomadaires de Raw, de SmackDown, de NXT. Comme je le disais, WWE a enregistré l'intégralité de WrestleMania et a même préparé du contenu jusqu'au NXT du 8 avril prochain. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si WWE pourra proposer du catch sur les semaines à venir, mais face au côté exceptionnel de la situation, il est évident que pour ce Sturistradamus et le Qu'est-ce qui s'est passé, il sera très dur de juger la qualité d'un catch pratiqué devant une salle vide et pour lequel bon nombre de storylines ont été chamboulés au dernier moment. Cela dit, si vous connaissez l'univers de la chaîne C'est ça le catch, il m'arrive régulièrement de taquiner certaines décisions de WWE sur un point de vue narratif et surtout narratif. Sachez une chose, c'est que les 2 dernières semaines, et probablement celles qui vont suivre, resteront comme à jamais inclassables dans mon esprit. Passons outre le débat de fallait-il maintenir WrestleMania au péril de la santé des lutteurs, ou remercier WWE d'avoir pris le risque de poursuivre le divertissement et nous apporter en ces jours bien délicats la magie de leur événement le plus célèbre, WrestleMania. Et c'est dans ces conditions bien particulières que vous vous apprêtez à suivre le Sturistradamus de WrestleMania 36. Si on m'avait dit un jour que WrestleMania, la plus grande fête du catch, se passerait devant aucun public, je pense que j'y aurais jamais cru. En même temps, c'est facile de raisonner comme ça. On est quand même face à un événement planétaire qui a changé les habitudes de tout le monde. Et encore, on n'est pas sorti de la crise. Cependant, notre bon ami Vince McMahon, qui est aux commandes de la fédération de Papa depuis 1984, a décidé que le plus grand événement de catch de tous les temps, WrestleMania, ferait face et ferait front à la crise pandémique et que ces superstars, super-héros d'aujourd'hui, tellement forts, tellement puissants, se lèveront telle une armée d'Avengers et feront face à cette guerre. Des affiches de légende. Brock Lesnar contre Drew McIntyre. AJ Styles contre l'Undertaker. Bill Goldberg contre Roman Reigns. Enfin oui, non, parce que Roman Reigns, justement, lui, il a décidé de pas prendre part à WrestleMania 36, tout simplement pour se mettre en sécurité, et pour se soigner, et pour aussi la sécurité et la santé de ses proches. Donc finalement, tout le personnel de WWE n'est pas concerné par cette incroyable carte, et est-ce que le show devait se tenir ou pas, j'ai dit, on n'en reparlerait pas. C'est le WrestleMania qui s'est tourné dans les pires conditions, on a dû faire face à des changements de scénario de dernière minute, etc., réagir, rebondir, faire face à la situation, et forcément aussi protéger l'intégralité du personnel. Parce que WWE, en maintenant son WrestleMania 36, doit prendre obligatoirement beaucoup de soin de son image. Et c'est pour ça que régulièrement, Stephanie McMahon, Triple H sont intervenus auprès de plusieurs médias pour rassurer la population et bien nous expliquer que des mesures avaient été prises, que chaque membre du personnel agissait en sécurité, que les dépistages apparemment ont été faits, que tout le monde avait pris sa température et que seuls les catcheurs autorisés médicalement étaient admis pour participer aux enregistrements de Raw, de SmackDown, de NXT et bien entendu de WrestleMania 36. Alors ok, si on part du principe que tout s'est bien passé, c'est quand même assez étonnant d'avoir eu autant de sorties parmi les journalistes, parmi les dirt sheets, de problèmes internes à WWE. Roman Reigns qui se retire parce que le Miz apparemment éternuerait un petit peu ou serait pas forcément dans la meilleure des santé, mais autorisé cependant à agir dans le ring. Plusieurs superstars qui restent à la maison pas payés. Et qu'en est-il de tout le staff, tout le personnel qui habituellement installe les incroyables sets, voilà, et les beaux stages d'entrée, en plus très symboliques à WrestleMania 36, on a toujours des trucs incroyables, on attendait un bateau, des pirates, des gens qui à l'abordage. Tout ce personnel laissé à la maison et malheureusement, pour la plupart d'entre eux, pas payé non plus. Heureusement, par exemple, qu'on a un bon Rousseff qui a mis pas mal d'argent à disposition de ces personnes pour les aider à s'en sortir pendant cette période vraiment pas évidente. Et encore pire, et ce qui est sorti aussi récemment, Brock Lesnar, mécontent de la situation sanitaire et des risques pris par Vince McMahon, aurait explicitement demandé à ce que son match se passe le plus rapidement possible pour qu'il puisse quitter le Performance Center et aller terminer son confinement tranquillement chez lui, apparemment au Canada, parce qu'il est au Canada. Comment il a fait pour voyager? Comment ça marche? 16 matchs répartis sur 2 nuits. Sauf qu'au moment où je vous parle, on sait pas encore quels seront les matchs répartis dans la nuit 1 et dans la nuit 2. 2 kick-off qui dureront qu'1 heure. Donc bon, ok, ça va, qui commenceront à minuit. Le samedi et le dimanche, les shows principaux commenceront à 1h du matin.
Faisons abstraction de ce contexte incroyable, concentrons-nous sur les affiches. Ça va pas être simple, hein. WrestleMania 36, premier match. Oh, on va commencer par quelque chose qui va me détendre, et qui va tous nous détendre. Otis contre Dolph Ziggler. Un match en 1 contre 1 qu'on n'aurait probablement jamais eu dans le cadre du WrestleMania s'il avait eu lieu de manière logique, normale. Parce que WWE aurait certainement accolé à ces 2 catcheurs, Tucker, Bobby Roode, peut-être même Mandy Rose et Sonya Deville dans chaque équipe. Bref, elle en aurait fait obligatoirement un multi-man match. Enfin, multi-man et multi-woman, enfin bon, vous comprenez. On se retrouve de ce fait avec une chance, peut-être, incroyable de voir Ziggler et Otis se produire en 1 contre 1. On a rarement vu en plus Otis catcher en 1 contre 1, et on sait que Ziggler a la réputation, enfin j'ai l'impression aussi que c'est une légende urbaine maintenant, d'être un choix juste pour mettre en avant des talents. Et quand je dis que c'est limité, on l'a bien vu, hein, Dolph Ziggler face à Mansour en Arabie Saoudite. L'occasion pour Otis, hein, enfin, de coller une véritable branlée à ce bon vieux Dolph Ziggler, et l'occasion pour lui de livrer un feel-good moment. Je prédirais une victoire d'Otis. Ça va être horrible à faire ces pronostics. Là, je fais off, là, mais on a bien conscience que ça sert à rien, hein, de faire des pronostics là sur cette carte. J'ai passé toute ma vie à regarder du catch avec un public, avec des réactions, avec une envie un petit peu d'anticiper des grands moments pour y avoir à WrestleMania. Là, c'est... Bon, il reste 15 matchs. Elias contre King Corbin, une bonne idée de l'host de WrestleMania, Rob Gronkowski, qui s'est dit, allez, franchement, j'ai pas la possibilité de choisir tous les matchs de la carte, mais ici on a bien un, tu vois, que je vais conseiller, que je vais suggérer, c'est celui-là. Hein. Le mec, il a peut-être la chance, tu vois, d'être le host de WrestleMania, et dans l'idée que je le perçois, son rêve, le truc qu'il veut voir, c'est Elias contre Corbin. Il fait, oh punaise, tout le monde a envie de voir ça, tout le monde, tellement. Plus Rob Gronkowski, nous on connaît pas trop européen, on n'a pas trop cette culture de la NFL. On l'a vu débarquer là et danser dans tous les sens, on a absolument rien compris, on s'est dit qui c'est ce type. Pour qu'en plus ils nous mettent Elias contre Corbin, qui nous ont donné un segment incroyable lors du dernier SmackDown qui a été diffusé, donc pas celui à venir qui sera avant WrestleMania, mais celui juste avant avec la mort de Mufasa, le sacre de Scar, longue vie au roi. Scar! Mon frère, aide-moi! Longue vie au roi. Corbin contre Elias, forcément c'est le WrestleMania moment. Ah voilà, bon stop, on arrête. Non, parce qu'avec la chute d'Elias, pour moi ça ne justifie qu'une chose, c'est qu'il soit pas présent à WrestleMania, il peut pas se remettre en une semaine d'une telle chute, arriver comme ça sur le dos, enfin ça n'aurait aucun sens. Tout en plus a été tourné de manière à rendre la chose dramatique. Tout ce qui sauverait, je pense, ce match, ce serait un remplacement de dernière minute pour Elias et avoir un adversaire un petit peu plus populaire pour le grand public. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Jeff Hardy. Jeff Hardy qui est revenu il y a 2 semaines pour absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de moment à WrestleMania? Oh, c'est pas lui qui remplacera Roman Reigns, ils sont pas fous non plus. Ils vont se dire, ça se bien, Roman Reigns, Jeff Hardy, ça ils vont pas le concevoir. En revanche, Jeff Hardy, dans un programme un petit peu plus bad, mid-card, pour un feel-good moment, bat Baron Corbin, je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Nouveau match qui, au niveau storyline, va pas apporter grand chose, pas de gros prestige pour ce combat, mais Aleister Black a bien sa route vers WrestleMania, il affrontera normalement Bobby Lashley. Alors il y a eu aucun build-up. Rien du tout, c'est juste du challenge, c'est juste du défi. On a vu il y a quelques semaines, quand il y avait encore des gens dans le public, oui, ça remonte à longtemps maintenant. Bobby Lashley bat je sais plus qui rapidement et montrer qu'il était fort et qu'il en avait toujours envie, tu vois. Mais il avait plus Lana à ses côtés. Pourtant, ils ont annoncé Bobby Lashley avec Lana à ses côtés contre Aleister Black. Aleister Black qu'on voit squasher la terre entière depuis plusieurs semaines. Et même peut-être pour la plus belle victoire de sa carrière, si je dois reprendre les mots de Todd Phillips, a battu AJ Styles avec petite aide, toute petite aide de l'Undertaker. Ah! Quoi? Elle fait noir! Oh là là! L'Undertaker! C'est l'Undertaker qui est là lui-même pour faire la loi des ténèbres! L'écrasement par strangulation! Elle fait noir encore, on ne voit plus rien! Une victoire ô combien prestigieuse qui, il est logique, devra assurer à Aleister Black une belle route vers WrestleMania et un défi de taille pour le plus grand événement de tous. Et pour AJ Styles qui avait perdu, voilà, on te récompense avec un petit match comme ça contre l'Undertaker. Ça fait le sens, c'est totalement logique. Et attention, là je me permets de charrier parce que ça c'est le plan de avant qui est tout ce merdier. Si WrestleMania le montre tout ça, Aleister Black, si ça se trouve, il avait même pas de match pour WrestleMania, il était dans la bataille royale d'André le Géant.
Peut-être qu'il a gagné, tu vois, peut-être qu'il a gagné et on l'aurait vu, tu vois, se relever à chaque entrée de match avec le trophée, tu vois, le trophée André le Géant, et ça aurait été ridicule. Mais bref, ok. Bobby Lashley contre Aleister Black, on ne voit rien d'autre qu'une victoire d'Aleister Black. Mais là, encore une fois, c'est un match qui, au vu des rumeurs, au vu des dernières nouvelles, serait peut-être en danger, car Bobby Lashley a lui aussi vu sa participation à WrestleMania compromise par des rumeurs de quarantaine au dernier moment. Bref, on n'en sait rien, WWE n'a rien communiqué. Donc attention, surprise, on découvrira tout ça, je pense, au moment venu. Allez, autant vous garder avec nous avec un peu de prestige. AJ Styles contre l'Undertaker. Ah, l'Undertaker, hein, l'ami des tigres, l'ami des bêtes. Sauver un tigre, sauver le monde. But if we can save the tiger, we could save the world. It needs you. Save the tiger. We can save the world. We don't save the tigers. No one will rest in peace. Il va falloir sauver des tigres là impérativement pour ce match. Ouais. C'est un boneyard match contre AJ Styles. WWE a profité de cette situation un peu incongrue pour tourner un match dans des conditions qui ne sont pas du tout les conditions d'un match de catch. On parle alors d'un match en extérieur et comme le nom l'indique, probablement dans un cimetière où la stipulation finale n'a pas été révélée. Est-ce que ce sera un Buried Alive match? Est-ce qu'il y aura un arbitre qui va faire des comptes de 3? Est-ce qu'on va faire un compte de 3, tu vois, sur une tombe? C'est très bizarre, mais ça peut laisser à WWE la possibilité de faire intervenir des artifices et des trucs un petit peu originaux, on va dire, voilà, et spectaculaires. Ce qui est aussi une bonne manière de masquer les lacunes de l'Undertaker, en plus des lacunes qui étaient fortement visibles lors de ses dernières apparitions. Et là, faites intervenir tout ce que vous voulez, voilà, des hologrammes, le spectre de Paul Bearer, Kane qui brûle la maison familiale, le Bullet Club qui apparaît, tu vois, pour que AJ Styles, il ait aussi un petit peu quelques arguments. Un petit grand hologramme aussi, voilà, qui attaque AJ Styles, là vous pouvez, amusez-vous. Au moins on regardera ça et j'espère qu'on se dira tous à la fin qu'est-ce qu'on vient de voir. Mais attends, ça sera pas le seul match qui sera dans ces conditions et je vais prédire, allez, pendant qu'on y est, une victoire pour l'Undertaker. J'ai l'impression que ce contexte va me faire dire n'importe quoi. Allez, premier match féminin de la carte. Je dis premier parce qu'il va y en avoir pas mal, il y en a 4 de programmés, ce qui est conséquent. Et on démarre avec un match de championnat par équipe. Alexa Bliss et Nikki Cross sont les challengers de Asuka et de Kairi Sane. Depuis les shows à huis clos, Kairi Sane, on n'a pas de nouvelles. On l'a pas vu une seconde, la fille, jamais, rien, on sait pas, elle est là. En revanche, celle qui est très présente, c'est Asuka. Elle est quasiment apparue à chaque épisode de Raw et de SmackDown, en plus toujours pour nous faire beaucoup rire. En hurlant très fort en japonais, en allant à la table des commentateurs et en supportant Andrade. Rien à voir. Mais aussi en jobant d'une très très belle manière pour Alexa Bliss, figure-toi. Le plan initial était d'avoir Natalya et Beth Phoenix pour faire peut-être un multi-woman match autour de ces championnats par équipe. Finalement, peut-être pour des restrictions de voyage notamment, ça sera 2 contre 2 et... allez, c'est parce que le match, quelque part, peu importe. Si WWE renouvelle sa confiance à Asuka et Kairi Sane, pourquoi ne pas leur laisser les championnats par équipe? Parce que jusqu'à présent, le taf qu'elles ont fait était très correct. Alors, allez, victoire des Heels. Désolé Alexa Bliss et Nikki Cross. Moi, j'aimerais qu'Alexa Bliss ait ce run solo pour aider notamment cette division de SmackDown qui en a cruellement besoin. Parce que ça va me permettre de faire le pont, voilà, directement, deuxième match féminin qu'on va couvrir. Le Fatal 5-Way par élimination. Bayley, championne de SmackDown, défend, et là vous allez vous amuser, contre Naomi, qu'elle a battu en Arabie Saoudite à Super Showdown, contre Lacey Evans, qu'elle a battu également en pay-per-view, contre Tamina, parce qu'on n'avait pas trop le choix, mais figure-toi, on a mis Tamina, c'est peut-être la Tamina Mania, en tout cas moi c'est mon pronostic, je vous le dis cash. Et Sasha Banks, tu vois, la meilleure amie de... Bayley, peut-être opposés dans un duel l'une face à l'autre, un programme que WWE a toujours voulu nous mettre en place, et au dernier moment ils se sont toujours dit bon, on va peut-être pas le faire maintenant. Petite pensée quand même pour Dana Brooke, qui était prévue initialement dans le combat, ça avait été annoncé et elle a été retirée sans que une seule fois son nom soit prononcé, ni à Raw, ni à SmackDown, ni jamais. Tu vois, c'est juste sur les réseaux sociaux. Elle a un peu de fièvre. On va la laisser à la maison, voilà, et c'est tout. Là où tout le monde attend une prise de bec entre Sasha Banks et Bayley, et moi j'attends Tamina. Parce qu'étant donné que c'est une division tellement faible, et que WWE va tenter de chercher à faire un peu le buzz ou à aller chercher des réactions un peu étonnantes de la part de son public, je suis sérieux. Quand je vois Tamina gagner ce match, je me dis non, stop trolling, arrête Stuart, arrête. On sait que t'as envie de défendre Tamina, mais là le scénario il est visible à plein nez. Tamina elle va être dominante au début, puis les filles vont se mettre à 4, tu vois, pour l'éliminer, et puis voilà, on n'en parle plus de Tamina, c'est logique, voilà, et après c'est 2 contre 2, globalement. On élimine Naomi pour mettre une situation de 2 contre 1, et démerdez-vous. Ils vont finir avec Sasha et Bayley, de toute façon, pour qu'elles se prennent la tête, et que peut-être Sasha Banks aura son gros moment, comme ça elle évitera de bouder à l'avenir, voilà. Victoire de Sasha Banks, le reste ne m'intéresse pas.
Seth Rollins contre Kevin Owens, figure-toi que je m'attendais pas du tout à ce que ce match soit une piste vraiment sérieuse pour WrestleMania. J'avais un peu peur que Vince McMahon ne sente pas le prestige à plein nez et se dise bon, tiens, mettez tous les mecs de Rollins, voilà, ensemble et mettez Samoa Joe et les Viking Raiders avec Kevin Owens. En fait, c'est un peu tous les main events qu'on a vus ces dernières semaines à Monday Night Raw, voilà. Enfin, Seth Rollins contre Kevin Owens, 1 contre 1, ok. Avec un Seth Rollins un peu retrouvé et très à l'aise dans ce nouveau rôle de gourou de secte, hein, voilà, le messie du lundi soir. Et à côté de ça, un Kevin Owens qui se fait un peu porte-parole du peuple, popularisant sa nouvelle prise de finition, le Stunner, qui rappelle bien évidemment les heures de gloire de WWF à l'époque avec Stone Cold Steve Austin. Est-ce qu'il y aura des feel-good moments partout? Est-ce que l'idée de la storyline, qui aura son grand moment, Seth Rollins qui en a déjà eu tellement, et Kevin Owens qui cherche toujours les siens? Parce que WWE fait abstraction facilement que Kevin Owens est devenu champion des États-Unis en battant Chris Jericho. Hein. C'était WrestleMania 33, c'est pas si vieux. Je vais pas être feel-good pour le coup, et je pense sincèrement que Seth Rollins va remporter ce match et confirmer cette espèce de legacy qui va lui donner encore plus de confiance et le rendre encore plus insupportable. Et peut-être en effet que dans ces conditions, Seth Rollins pourrait être un bon atout pour graviter vraiment en haut de la carte. Je pense que c'est un bon moment pour lui refaire confiance. Allez, on a besoin de souffler, on a besoin de repartir en légèreté. Si Kevin Owens a un match en 1 contre 1, figurez-vous que Sami Zayn a également un combat en 1 contre 1 à WrestleMania. Sami Zayn, le nouveau champion intercontinental, sera vraisemblablement accompagné de Cesaro et de Shinsuke Nakamura, qui à la base il manageait, hein, tu vois, c'est finalement le manager qui s'est retrouvé le champion, c'est quand même pas banal, et affrontera Daniel Bryan, accompagné lui de Drew Gulak, qui est son nouveau protégé, hein. Il y a une dynamique qui s'est installée entre les deux hommes qui est plutôt sympathique. Bryan contre Sami Zayn, c'est un petit peu le paradis du work rate, hein, pour tous les amoureux de ces internet darlings qui ont émerveillé voilà ce circuit indépendant pendant les années 2000, notamment chez Ring of Honor. Les voir voilà se retrouver sur la plus grande scène de toutes à WrestleMania. Pour en plus de ça, le championnat intercontinental, un titre prestigieux dans l'idée et le cœur de beaucoup de vieux fans, hein, comme moi. Bon là, retrouver en effet à huis clos et au cœur d'une storyline qui est pas des plus exceptionnelles. Bon, il faut dire que ça fait un peu de sens parce que ça fait longtemps que Sami Zayn essaye de recruter Daniel Bryan au sein de son plan. Un Sami Zayn qui est très très bon, tu vois, dans son rôle et qu'on n'attendait pas véritablement pour catcher, et encore moins à WrestleMania. Toute la storyline s'apparente à ce que ça soit en réalité une victoire rapide de Daniel Bryan face à un Sami Zayn qui se comporte vraiment comme un couard et non plus le babyface, tu vois, courageux, plein de work rate qu'on avait connu à ses débuts notamment chez WWE. Enfin merde quoi, c'est deux incroyables catcheurs, hein, y a même pas besoin de storyline logiquement, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent. Ah voilà, éclatez-vous. Donc malheureusement, je m'attends à ce que ce soit le terrain parfait pour faire un nombre incalculable d'interventions, avec peut-être, comme à WrestleMania 31, si vous vous en souvenez, une victoire de Daniel Bryan qui reprendrait le championnat intercontinental et se comporterait dans les épisodes de SmackDown à venir comme un Fighting Champions qui donnerait beaucoup de cœur à offrir d'excellents combats pour cette ceinture, ce qui pourrait en effet tous nous réconcilier avec le catch véritable, hein, le vrai, hein, celui que Daniel Bryan défend et souhaite le plus possible mettre en avant. Hein, voilà, la cause est entièrement louable. À la base, à WrestleMania, il y a un autre championnat qui aurait dû être défendu, c'est le championnat des États-Unis d'Andrade Cien Almas. Les plans avaient révélé qu'il devait le défendre tout simplement contre Rey Mysterio. T'imagines ce fameux match, hein, qu'on a tous rêvé d'avoir au moins une fois dans la carte principale d'un pay-per-view. Ça fait 1 an qu'on en parle. Le problème, c'est que Rey Mysterio, malheureusement, a été mis sous quarantaine il y a un peu plus d'1 semaine et que Andrade Cien Almas était rétrogradé à un autre plan. Alors, rétrogradé peut-être pas vraiment parce que un plan pour devenir champion par équipe aux côtés de Angel Garza contre les Street Profits. Mais Andrade s'est blessé, voilà, lui il s'est blessé, il est pas malade, il se mouche pas, il n'a pas de problème respiratoire, il s'est blessé aux côtes. Donc en fait, quand tu te blesses aux côtes, généralement t'as un peu de mal à bien respirer dans les premiers jours. Et de ce fait, les Street Profits défendront leur championnat par équipe contre Angel Garza et la solution de remplacement qui leur sort totalement du chapeau et qui est une incroyable opportunité pour quelqu'un qui était là au bon moment, au bon endroit, c'est Austin Theory, un jeune catcheur qui provient d'NXT, un profil un peu similaire, tu vois, à celui d'Angel Garza, donc les deux hommes normalement devraient, je pense, bien s'entendre, bien communiquer dans le ring. Arrogant, sûr de lui, un prodige du catch à Austin Theory, réellement. Et une chouette personne. Austin Theory, je vous encourage à voir un des reportages qui a été présenté par Viceland sur le catch indépendant. Un épisode qui le suit à l'âge de 19 ans au sein de Evolve, avec un focus sur sa vie, son expérience, mais aussi sur Darby Allin, et sur le promoteur, bien entendu, Gabe Sapolsky. Je pense qu'on peut avoir de la bonne action, et ça me dérangerait pas qu'on laisse la ceinture sur les Street Profits, parce que
Bon, ça va, leur sacre est un peu récent, il faut, je pense, leur faire gagner en popularité. Et pour gagner en popularité, le vieil adage, c'est de donner des victoires à une équipe pour qu'elle reste ou devienne encore un peu plus populaire. Allez, un match pour lequel j'avais beaucoup d'attentes il y a encore quelques mois et qui, plus on avance, plus va me décevoir, je pense. Je veux t'arracher tes bouffer le je vais te lécher la fais attention. Oh my god. Becky Lynch défend contre Shayna Baszler. Et oui, je vous en parle depuis très longtemps, j'ai hâte de voir Shayna Baszler débarquer et performer dans le roster principal. Mais elle a été présentée comme très très forte, mais j'ai peur qu'elle soit présentée comme un peu trop forte pour nous faire paraître Becky Lynch encore plus forte qu'elle ne l'est réellement. Et finalement, je parle très peu du contexte et de la possibilité des catcheurs de s'adapter à une telle situation, parce que je suis en train de vous présenter ce Sturistradamus en m'imaginant qu'il y aura quand même 70 000 personnes et que ça va bouger dans tous les sens. Shayna Baszler, Becky Lynch, j'ai très peur que sans ambiance, sans public, sans les Let's Go Becky, le match semble très fade. Et c'est un autre point sur lequel j'aurais dû m'attarder un petit peu plus, c'est les durées des matchs, les durées potentielles des matchs, s'il vous plaît, WWE, surtout pour ce genre de programme, ne dépassez aucunement les 8-10 minutes. C'est parce que ce serait pénible, je pense, à suivre, à regarder, même WrestleMania cette année, même pour un épisode, une nuit, ne dépassez pas les 3 heures. Ah, c'est con, j'en parle que maintenant, mais j'espère que vous serez encore là sur la vidéo, dites-le, hein, voilà, si vous avez bien conscience de ça, faites pas des matchs trop longs, parce que c'est une possibilité de se perdre, tu vois, et puis on n'a pas des petites coupures, il n'y a pas de pub cette fois-ci, tu vois, t'es obligé de tout donner, tout livrer avec la hit, etc. Enfin bref, après il y a des enregistrements, ils vont probablement un petit peu truquer ça, je sais pas du tout quelles auraient été les conditions de tournage, et comme on s'était posé la question avec Norbert Rabi, mais même avec Flo Ludivine, si un WW24 reportage, tu vois, intégral sur les coulisses de WrestleMania sort sur le WWE Network, je pense qu'on va se ruer dessus. Mon pronostic, ce serait de conserver cette incroyable énergie, cette incroyable aura autour de Shayna Baszler, pour la construire comme championne très forte pour ses débuts à WrestleMania, et de laisser Becky Lynch partir en sas et se recréer un parcours initiatique où elle réussirait à braver les défis, les affronts, à arriver encore plus forte, pendant que Shayna Baszler nettoie, voilà, pendant les mois à venir, les quelques challenges qu'elle aurait du côté de Monday Night Raw. Le Fiend! John Cena dans un Firefly Funhouse match. L'idée de fond va être très similaire au combat entre AJ Styles et l'Undertaker. C'est pour ça que j'espère que ces deux matchs auront lieu lors de nuits différentes. Esthétiquement, on part aussi dans un univers qui est totalement décalé, celui de la Firefly Funhouse, que Bray Wyatt nous a présenté au travers d'un nombre incalculable de vignettes, et qui regorge, je pense, d'un univers très riche pour faire évoluer deux catcheurs, même dans le cadre d'un combat qui peut s'avérer aussi fou que psychédélique que taré, surtout connaissant l'acting fantastique de John Cena. Qui pourrait justement et volontairement en faire des caisses pour rendre l'action aussi insolite que culte. Si Bray Wyatt a une liberté artistique au niveau de la création et au niveau de l'animation et de l'orchestration de ce combat, j'ai aucune crainte sur le rendu final de ce match. Si en revanche le produit doit amuser Vince McMahon, j'ai un peu plus peur. Donc espérons que Bray Wyatt aura réussi à convaincre son monde pour rendre la chose aussi folle qu'on pourrait s'imaginer. Il n'y a aucune raison que John Cena gagne ce match. Voilà. Aucune. Amusons-nous, c'est sincèrement le combat qui me fout le plus la hype, et ne serait-ce que d'imaginer les interactions qu'il pourrait y avoir entre John Cena et tous les marionnettes de Bray Wyatt, même la marionnette de Vince, hein, voyez, soyons fous. Avec ce contexte si particulier, c'est vraiment le moment que j'attends le plus de ce WrestleMania week-end. Edge contre Randy Orton, Last Man Standing. Toute la rivalité a été construite de manière brillante, sincèrement brillante. Randy Orton et Edge sont d'incroyables promo guys. L'expérience de les avoir séparés chaque semaine et de leur donner à tour de rôle des promos confinés à huis clos, enfin t'avais l'impression voilà que c'était eux la caméra et rien d'autre, a véritablement, tu vois, fait lever la tension qu'il pouvait y avoir entre les deux hommes et justement l'excitation à l'idée de les voir s'affronter dans un combat 1 contre 1, en plus de ça avec une stipulation assez péchue pour les deux hommes, à savoir Last Man Standing. Et en plus de ça, tu vois pas mal de références à Mick Foley qui leur a donné à chacun déjà deux gros matchs hardcore. On se rappelle de Edge bien sûr qui passe à travers la table en feu, de Randy Orton et des punaises. Donc les deux catcheurs pourraient se retrouver dans une confrontation aussi violente que la storyline le laisse présager. Attention, cela dit, c'est un Last Man Standing. Et dans les conditions d'un huis clos, quand il va y avoir les comptes de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, ça va être long. Il n'y aura pas du tout, tu vois, le public qui va être là pour encourager qui que ce soit quand les mecs vont devoir se relever. Et là,
là ça va être particulier, très particulier. Et puis, souvenez-vous aussi, hein, c'est un match de Randy Orton, hein, avec une hit de Randy Orton. La dernière fois que Randy Orton s'est retrouvé dans des matchs 1 contre 1, ça a jamais été non plus l'excitation extrême. Alors peut-être qu'avec un peu d'artifice, un peu de montage, un peu de magie justement, on peut se le permettre, on n'est pas face à une full live, on pourrait être agréablement surpris. En tout cas, c'est l'un des programmes en tout cas qui se retrouve le plus pénalisé de la situation actuelle et qui aurait, je pense, été parfait dans le cadre de WrestleMania 36 s'il avait eu lieu à Tampa Bay. Mon pronostic sera le feel good moment, bien évidemment, la victoire de Edge. Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le championnat NXT. Un match qui a été fait principalement pour faire la promotion, tu vois, de ta branche jaune et noire, et peut-être pour essayer, je pense, de la booster, de la dynamiser au niveau des ratings. Mais aussi une excellente manière de construire une nouvelle star avec Rhea Ripley qui est très prometteuse, et Charlotte Flair qui nous a bien eu, tu vois, avec un bel écran de fumée, sa victoire au Royal Rumble, on s'est dit, ah bon, pourquoi faire pour l'affronter Becky encore? Et ben non, WWE a abandonné, tu vois, le vieil adage, il nous a dit, maintenant, vu que les trois brands sont au même état, Charlotte Flair, elle peut logiquement aller défier la championne de NXT. Bah c'est un bon choix, parce que Charlotte contre Rhea Ripley, c'est un match inédit. J'ai toute la confiance, tu vois, possible pour Charlotte Flair pour rendre ce match le plus divertissant possible. Et je suis même quasiment sûr que si on n'était pas dans le contexte actuel, on aurait probablement eu l'un des meilleurs matchs même de WrestleMania. Bon, contexte oblige, j'ai un peu peur. Je flippe un peu. Là aussi, WWE faisait pas les cons, hein, mettez pas plus de 10 minutes là-dessus. Mais si l'idée est véritablement de populariser et de laisser une Rhea Ripley très forte, donnez-lui la victoire et Charlotte s'en remettra, y a pas de problème. Si j'ai bien fait mes calculs, il ne nous reste plus que 2 matchs. Et ben commençons avec le championnat WWE World détenu par Brock Lesnar, qui défendra contre Drew McIntyre. Et je suis en incapacité de faire abstraction du contexte, notamment des news qui ont été rapportées au sujet de Brock Lesnar dont j'ai fait état un petit peu plus tôt. Brock Lesnar voudrait que l'affaire soit pliée le plus rapidement possible pour rentrer chez lui. Donc je ne peux pas m'empêcher d'anticiper que Drew McIntyre va remporter ce match en une durée vraiment très très courte, puis histoire de choquer le monde. F5 contre 2-2, Drew McIntyre avec le Claymore Kick, et on n'en parle plus. 1, 2, 3, victoire de Drew McIntyre. Voilà. C'est triste de voir la chose comme ça. Au fond de moi, j'espère que non, j'espère qu'on aura un peu plus de compétition. À Paris, en tout cas, vachement osé de la part de WWE pour nous avoir mis Drew McIntyre dans les pattes de Lesnar pour le plus grand événement de tous, mais aussi une incroyable dose de bonne énergie, d'énergie positive pour le public. Drew McIntyre a très rapidement eu le soutien incontestable des fans, et bon Dieu, est-ce que ça fait du bien de voir un face aussi acclamé par l'intégralité du public à un tel moment en plus, à savoir la route vers WrestleMania. La McIntyre Mania, bon ça saute pas très bien. La Drew Mania, bon la victoire de McIntyre, quoi qu'il en soit, pour moi fait très très peu de doute, et qu'on s'inquiète pas pour Brock Lesnar, hein, qui aura toutes les possibilités de rebondir, que ce soit sur le programme rouge ou bleu, hein, probablement qu'il reviendra après à SmackDown, peu importe. McIntyre, je l'espère, ne sera pas un coup d'un soir, comme l'a souvent fait WWE en donnant des pushs instantanés à quelques catcheurs, et compte véritablement l'établir comme une star pour les semaines, mois, et voire même années à venir. Enfin, le main event, celui qu'on voulait pas voir en main event, mais moi je l'ai gardé pour la fin, pour ce Story Stradamus, Bill Goldberg défend le championnat universel contre Roman Reigns. Eh bien, on sait que non. Ah, voilà, si vous avez suivi un petit peu les dirt sheets, les réseaux sociaux, les annonces qui ont été faites, non pas par WWE elle-même, mais au moins par Triple H au micro de SportsCenter, et par Roman Reigns lui-même sur son compte Instagram, Roman Reigns n'a pas pris part, pour des raisons de sécurité et de santé, aux enregistrements de WrestleMania 36. Une décision plus que raisonnable au vu de la situation, une décision que nous devons encourager et respecter, et qui j'espère, bien évidemment, ne portera pas préjudice à la suite de la carrière de Roman Reigns au sein de WWE. Faudrait pas déconner non plus les mecs. Soyez sérieux. Mais donc WWE, elle n'a pas communiqué sur un remplaçant potentiel de Roman Reigns. Bon, si on fait abstraction, tu vois, des annonces, Roman Reigns contre Goldberg, j'aurais donné la victoire bien évidemment à Roman Reigns, hein, parce que l'idée c'était peut-être de faire le combat Spear contre Spear, et que Roman Reigns puisse avoir, je sais pas moi, un passage de flambeau avec Bill Goldberg, c'est bien pertinent de faire ça, enfin bref. Bon, une chose quasiment sûre, c'est qu'on n'a pas envie de voir Bill Goldberg brandissant la ceinture à la fin de WrestleMania 36, ce serait quand même un peu étonnant. Maintenant, les rumeurs sont là, et les rumeurs font état de plein de choses. Et notamment, la rumeur la plus insistante serait de voir Roman Reigns remplacé par Braun Strowman. Braun Strowman contre Goldberg. Ok, là, on est sûr hein, que ça va pas durer plus de 10 minutes. Là, ça va être très très court. Et là, mets-toi quand même à la place de WWE, et notamment Vince McMahon, qui apprend le jour même que Roman Reigns va pas se pointer pour le plus grand match, tu vois, de la soirée, et qu'il faut trouver une solution d'urgence très très vite. Qui est dispo, qui est là, qui peut faire la route, qui peut voyager. Braun Strowman qui était à la maison apparemment et peut-être privé même de son propre choix de route vers WrestleMania se retrouverait finalement à WrestleMania.
quand même assez improbable, mais peut-être la solution qui ferait le plus de sens. Ou alors, si on voulait donner du sens, il aurait été plus simple de réserver la place de challenger à Bill Goldberg au vainqueur du match entre John Cena et le Fiend, où le Fiend notamment aurait pu prendre sa revanche sur Bill Goldberg, et ça je pense que c'est une solution qui aurait ravi beaucoup de fans. Surtout si on partait à nouveau dans le délire de Firefly Funhouse, et que Goldberg, lui, tu comprends pas les murs et tout, il peut pas porter de spear à un lapin en peluche. Moi j'imagine cette Firefly Funhouse match avec Bill Goldberg, le Fiend, et le sacre, et la consécration pour le Fiend à la fin, qui nous envoie, tu vois, dans un univers où on pourrait faire du catch qui ne ressemblerait plus à du catch, hein, tu vois, parce que le catch quand même à la base c'est un ring, des catcheurs, tu vois, livrant un combat devant un public qui met de l'énergie, qui met de la foule, et plus cette énergie se fait ressentir pour toi, téléspectateur, ou pour toi, qui est toi-même dans le public, c'est ça qui te transporte vers la magie, et il faut bien reconnaître quand même que le catch, ces dernières semaines, c'est plus trop du catch. L'intention est là, l'intention est bonne, et personne pouvait se préparer à modifier autant que ça les codes du catch en si peu de temps, mais WWE a peut-être une opportunité de sacrer dans ces conditions le catcheur le plus improbable qu'elle a construit ces dernières années, à savoir le Fiend, Bray Wyatt, avec son univers fantastique, au sommet, tu vois, du plus grand événement de tous les temps, WrestleMania 36, et en plus de ça dans des conditions aussi étonnantes qui soient. Ça sera mon pronostic, il est couillu, il est osé, mais encore une fois, faire des pronostics sur une telle soirée, et même en faire un cas qui s'est passé dans les jours à venir, ça risque d'être un sacré chantier. Ainsi s'achève ce long pronostic de WrestleMania 36, merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir compris que c'était des conditions vraiment très particulières pour pronostiquer correctement un pay-per-view de WWE aussi important que WrestleMania 36 au vu des heures que nous vivons. J'espère cela dit que vous l'avez trouvé pertinent et que vous êtes imaginé voilà, certains de ces combats se produisant devant 70 000 personnes. Je pense qu'on aimerait tous profiter d'une fête de WrestleMania comme elle aurait dû être faite et comme elle avait été écrite initialement. Même si je reste convaincu que continuer de produire du catch dans ces conditions est à la fois très compliqué, ne serait-ce que pour la protection et la santé des catcheurs, au fond de moi je peux aussi les remercier de tenter l'expérience de nous divertir sans public, sans foule, tout simplement pour nous aider à passer ces jours pas bien simples qui vont se poursuivre. Je vous souhaite à tous un excellent WrestleMania Weekend, la fête se poursuit sur la chaîne, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, tout le monde reste fort, ciao bye bye.